Nommer une molécule en chimie organique est simple, mais repose sur une méthode qui comporte quelques étapes incontournables. Premièrement, il faut toujours repérer la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire c'est la chaîne qui contient les atomes de carbone la plus longue. Ici, on peut constater dans cette molécule qu'il y a 6 atomes de carbone. Ensuite, il convient de numéroter la chaîne carbonée de manière à ce que les groupes caractéristiques, puis les ramifications, portent le plus petit numéro possible. En effet, on peut lire une molécule de la gauche vers la droite, mais aussi de la droite vers la gauche. Dans ce cas, on voit que sur la chaîne principale, ici entourée en orange, il y a 2 ramifications. Il faut donc s'assurer que ces ramifications portent la plus petite adresse possible. Et dans ce cas ici, eh bien, on voit que la plus petite adresse possible convient à condition que l'on lise la chaîne principale de la gauche vers la droite. Ensuite, il faudra nommer et placer les groupes alkyles par ordre alphabétique. Et c'est pourquoi il faut bien connaître les préfixes que l'on a vus précédemment. Ces préfixes sont toujours précédés du numéro de leur position sur la chaîne principale. C'est un peu comme la chaîne principale est une rue, les ramifications sont des boîtes aux lettres, et les boîtes aux lettres, il y a des adresses et des numéros dessus. Attention, une lettre et un chiffre sont toujours séparés par un petit trait d'union. Donc dans l'ordre, comment écrire le nom de cette molécule? On peut commencer par écrire et dénombrer le nombre d'atomes de carbone au total. Donc ici il y a 6 atomes de carbone. C'est donc une molécule de hexane. Ensuite, on voit qu'il y a 2 ramifications, un groupement éthyle, car un seul atome de carbone, et ici un groupement éthyle, car 2 atomes de carbone. À cause de l'alphabet, le E est placé avant le M. Donc on va dire que au numéro 4, il y a un groupement éthyle. Ensuite, sur le carbone numéro 2, il y a un groupement méthyle. À noter que la liaison ici est effectuée, tout est accroché. Donc cette molécule s'appelle le 4-éthyl-2-méthylhexane. Remarque, si dans l'enchaînement il y a des doubles liaisons carbone-carbone, alors ce n'est plus la famille des alcanes, c'est une autre famille que l'on appelle les alcènes, qui seront caractérisées par un préfixe N. En outre, il peut arriver aussi que dans l'enchaînement, il y ait une liaison triple carbone-carbone. C'est une autre famille qui sera caractérisée par un préfixe in, les alcynes. Qu'en est-il quand les molécules possèdent un groupe caractéristique? La méthode est toujours en 3 points. Premièrement, on repère la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue, et bien sûr qui porte le groupe fonctionnel, le groupe caractéristique. Donc dans notre cas, ici dans l'exemple, on voit que la chaîne la plus longue carbonée que l'on puisse former contient forcément 5 atomes de carbone. Deuxième point, on numérote la chaîne carbonée, mais attention, de manière à ce que le groupe ou les groupes caractéristiques aient la plus petite adresse possible, et ensuite les ramifications alkyles porteront aussi les plus petits numéros possibles. Dans ce cas ici, on voit que si l'on commence la numérotation par ce premier carbone, 1, 2, 3, 4,
l'adresse devrait être 4. Mais si on commence la lecture dans l'autre sens, 1, 2. Donc ici, il vaut mieux lire, et on devra lire la molécule dans ce sens de la droite vers la gauche. Et enfin, pour signifier que la molécule porte le groupe caractéristique, le E de l'alcane sera remplacé par le suffixe qui correspond à la famille correspondante que l'on a vu dans le tableau précédemment. Donc ici, on a affaire à un groupe caractéristique de la famille des cétones. Le préfixe est on. On voit en plus que cette molécule porte une petite ramification formée d'un petit groupement méthyle qui se trouve de fait en position 3. Donc, le nom de cette molécule est là. 3-méthylpentane, car 5 atomes de carbone. L'adresse du groupe caractéristique sur le deuxième carbone et le préfixe on. 3-méthylpentane 2-on. Maintenant que nous avons vu comment nommer une molécule, quelle est l'utilité? Eh bien, en chimie, on peut s'aider d'une technique pour identifier une molécule. Jusqu'à présent, nous avons vu des méthodes chimiques qui reposaient sur des petits tests caractéristiques pour certaines familles. En revanche, ces méthodes sont destructives car elles reposent sur des réactions chimiques et donc la molécule est détruite au final. Mais à côté de cela, il existe des méthodes physiques qui sont non destructives. Il suffit alors d'effectuer un petit prélèvement, un petit échantillon, de l'étudier et de le replacer éventuellement. C'est le cas de la technique appelée spectroscopie en infrarouge. La spectroscopie infrarouge, appelée familièrement spectroscopie IR, est une technique d'analyse des molécules en chimie organique. Cette technique étudie l'absorption d'une lumière infrarouge qui est envoyée sur un échantillon par les molécules. En réalité, l'absorption de cette lumière incidente infrarouge qui est envoyée sur l'échantillon est liée à la vibration des liaisons dans les molécules suite à cette excitation électromagnétique. On a remarqué que chaque type de liaison vibre à une fréquence particulière. Et donc, elle n'absorbera que certaines radiations particulières qui lui seront propres. Pour des raisons de commodité, on préfère manipuler une grandeur appelée le nombre d'ondes, noté par la petite lettre grecque sigma. Elle s'exprime en centimètres-1. Les nombres d'ondes étudiés sont en fait reliés à la longueur d'onde, mais qui est moins pratique à manipuler. En effet, le nombre d'ondes est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde dans le domaine infrarouge, qui, je le rappelle, est compris entre 750 nanomètres jusqu'à 0,1 mm. On obtient alors, après traitement informatique, des graphes. La grandeur étudiée est appelée transmittance. Elle est souvent exprimée en pourcentage, et en fait elle exprime la fraction de lumière qui ressort de l'échantillon par rapport à l'intensité qui est entrée. En abscisse figurent les différentes longueurs d'onde et donc les nombres d'ondes qui ont été utilisés. Quelques remarques concernant ces spectres infrarouges. L'axe des ordonnées exprime la transmittance en pourcentage. Mais attention, l'axe en abscisse est orienté de la droite vers la gauche. Il représente les nombres d'ondes. Deuxième remarque, il y a une terminologie souvent employée. On dira que les creux, aussi appelés bandes caractéristiques, sont soit
forts, car très profonds, et peuvent être plus ou moins larges. Donc pour lire ce genre de graphique, voilà comment il faut procéder. Pour interpréter ce genre de graphique, il faudra respecter les étapes suivantes. Dans un premier temps, il faudra faire abstraction des signaux avant 1600 cm-1. Ensuite, il suffira de regarder et de projeter les sommets sur les axes des abscisses pour lire les valeurs de nombre d'ondes. On peut aussi attribuer un adjectif. Est-ce que c'est une bande qui est forte, c'est-à-dire très profonde, large ou fine? Et ensuite, il suffira de regarder dans une table qui sera donnée pour pouvoir attribuer une valeur de nombre d'ondes à un type de liaison en particulier. Voici un extrait d'une table qui n'est pas à apprendre par cœur. On voit le type de la liaison. On voit ici en fait des intervalles de nombre d'ondes, il n'y a pas de valeur exacte. Donc ça laisse une certaine place à l'incertitude de lecture. Et ensuite, il y a la forme de la bande, si elle est fine, large, ou alors elle pourrait aussi être forte. Remarque, ici par exemple, si on prend le cas de molécules d'alcool, elles peuvent établir des liaisons hydrogènes entre elles, ce qu'on a vu dans une précédente leçon. On distinguera alors deux types de liaisons OH, ce qu'on appelle les liaisons OH libres, c'est-à-dire quand la substance est à l'état gazeux, ou alors quand les molécules sont beaucoup trop éloignées les unes des autres pour pouvoir former des liaisons hydrogènes. Dans ce cas-là, la bande dans le spectre infrarouge sera alors fine. En revanche, il existe aussi des OH dits liés. Par exemple, si on prend de l'alcool à l'état liquide, les molécules sont assez proches les unes des autres et peuvent établir des liaisons hydrogènes. Dans ce cas-là, la bande dans le spectre infrarouge sera alors large. Et bien sûr, son nombre d'ondes sera un peu plus faible comparé au OH libre. Donc il faudra aussi comparer les positions des nombres d'ondes. Parfois, il peut y avoir un chevauchement léger. Remarque, des groupes un peu complexes peuvent parfois engendrer des déplacements de bandes s'ils sont un peu trop proches les uns des autres dans la molécule. Pour conclure, quelles sont les forces et les faiblesses de cette technique? Cette technique permet d'identifier les liaisons dans la molécule, mais elle ne donne que très peu d'informations sur la localisation exacte de ces liaisons dans la molécule. Donc il n'est pas possible de déterminer entièrement la structure d'une molécule par spectroscopie infrarouge, et on ne peut pas donc donner un nom. C'est pourquoi, en chimie organique, on couple souvent cette analyse infrarouge avec une autre analyse appelée résonance magnétique nucléaire, RMN, d'un atome très présent qui est le proton, c'est-à-dire l'atome hydrogène. Ceci est vu dans le programme de spécialité de la classe de terminale. Cela permet ainsi d'avoir des informations beaucoup plus précises sur l'environnement chimique des atomes d'hydrogène dans la molécule. De cette manière, on pourra reconstituer intégralement la structure d'une molécule inconnue. Mais cela est une autre histoire.